merci aux conférenciers pour la qualité vraiment épatante aujourd'hui et hier des différentes présentations. Donc, sans tarder, on va attaquer l'intérêt de la CG dans la stimulation ovarienne. Et on rappelle juste la similitude entre la CG et la LH. Ce sont des hormones qui sont toutes les deux des glycoprotéines, mais avec cette différence en extension en unité bêta de cette séquence d'acides aminés qui garantit une demi-vie plus longue pour l'HCG. Cette séquence n'est pas la seule différence. C'est une fois liée au récepteur, en expérience in vitro, on a remarqué une différence de l'activité cellulaire, que la cellule soit liée à LH versus ACG par rapport à l'activité en AMP cyclique. Et il y a plus, donc elle est plus intense et plus durable. Donc il y a une réponse qualitativement et quantitativement plus forte à l'ACG. Donc, pour se donner une idée, se faire une idée plus précise de cette différence de la demi-vie de la LH et l'ACG dans la littérature, la demi-vie pour la LH recombinante, elle est autour de 10 à 14 heures. Pour l'urinaire, elle est entre 12 et 10 heures. Et pour l'endogène, elle est entre 60 et 120 minutes, tout la difficulté que décrivait tout à l'heure Dr. Schrouf, donc pour chercher cette fenêtre. Et pour la CG, donc pour la recombinante, elle est entre 30 et 36 heures, c'est ce qu'on fait pendant le cycle donc stimulé pour le déclenchement. Et pour l'urinaire, entre 33 et 35 heures. Donc, je vais commencer par vous décrire la première étude de comparaison de la mise en épreuve de ces molécules. Donc, l'étude que je vous présente en premier, c'est l'étude Mérite. Elle est faite en 2006. Ça a pris du temps pour se faire et surtout, ça a pris du temps pour se faire publier parce que c'est une étude qui est randomisée en simple aveugle entre donc en groupe parallèle, multicentrique sur 37 centres et surtout sur 10 pays. La cohorte, elle est conséquente avec 731 donc patientes en âge de procréation entre 21 ans et 37 ans en cycle donc de FIV en comparant deux bras entre 363 patientes, le premier bras sous HMG, deuxième bras sous FSH recombinante, 368 patientes. Donc, le premier critère de jugement principal, ce sont les grossesses donc évolutives, et les critères secondaires étaient les grossesses cliniques, l'épaisseur de l'endomètre, la qualité de donc le développement folliculaire, le nombre d'ovocytes ponctionnés, le taux de fertilité, de fécondité, la qualité embryonnaire et le profil endocrinologique donc dans le sérum et dans le liquide folliculaire, ainsi que l'efficacité du traitement en matière de dose et de durée de traitement. Donc, le protocole suivi par tous ces centres, toutes les études suivaient le même protocole. C'est un protocole agoniste lent qui commençait à J21 du cycle donc précédent. Puis, on introduisait les gonadotropines de façon aveugle, HMG ou FSH recombinante à dose de 225 donc, unités dans 5 jours, puis on ajustait selon le monitorage jusqu'à une dose maximale de 450 unités, puis on déclenchait selon nos critères de déclenchement classiques, donc plus de 3 follicules supérieurs ou égal à 17 mm. Et après, bien sûr, on ponctionnait 36 heures après, et le transfert se faisait toujours à J5, donc stade blastocyste. Et là, on avait le choix entre transférer un embryon ou 2 embryons, et on faisait le soutien de la phase lutéale à l'aide de gel progestatif vaginal à raison de 90 mg par jour. Donc, la grossesse chimique, donc on faisait le test bêta-HCG à J14. La grossesse clinique se définit avec un test à entre 5 et 6 semaines donc d'aménorrhée et de vérifier l'évolutivité, bien sûr, à 10 à 11 semaines pour retenir le critère de grossesse évolutive. Donc, les résultats sont les suivants. Donc, les deux groupes, on avait plus de grossesse donc évolutive à 27% contre 22% pour la FSH recombinante, sans différence significative. Donc, il y avait plus d'ovocytes ponctionnés grâce à la FSH recombinante de façon significative. Pas de différence significative pour le taux de fécondité. Par contre, il y avait une différence significative en faveur de l'HMG en matière de nombre et de taux d'embryons top quality. Donc, rappelons-le, les critères d'embryons top quality, ce sont des embryons qui présentent 4 à 5 blastomères à J2, supérieur ou égal à 7 à J3, moins de 20% de fragmentation de l'ADN
des tailles homogènes à J3 et pas de multinucléation à n'importe quel stade de la division. Donc là, le taux d'implantation était significativement supérieur pour le groupe HMG versus FSH recombinante après transfert d'embryon de qualité optimale, donc dans un cycle avec transfert frais. On a comparé aussi le taux de progestérone en fin de stimulation. Et malgré le fait de partir à un départ égal, autour de 1,4 à 1,5 dans les deux groupes, on se retrouvait avec des taux de progestérone significativement plus bas, au jour du déclenchement ainsi qu'au jour de la ponction. Donc, on arrivait avec des taux de progestérone inférieurs. Rappelons que donc la progestérone inférieure de la pregnenolone, et puis il y a la synthèse donc des androgènes aromatisés par l'FSH en oestrogène et potentialisés par l'action LH. Ce qui est important ici, c'est que l'activité ACG convertit les androgènes en oestrogènes en gardant des taux de progestérone bas. Donc, l'étude mérite avec l'impact de l'ACG sur les embryons de qualité optimale. On a remarqué que plus on avait de l'ACG, plus on avait des embryons de qualité supérieure. Donc, la concentration a suivi de façon linéaire. Ceci nous a fait penser que si on faisait une régression statistique sur une analyse multivariée, en potentialisant, en essayant de neutraliser les variables confondantes potentielles, eh bien, on va trouver une corrélation positive avec le taux, entre le taux d'ACG ainsi que le taux de naissance vivante. Et ça, c'est l'intérêt des statistiques aussi. On passe à la deuxième étude. Là, on a vu la première étude, c'est une étude en protocole agoniste avec des doses de 225 unités de départ et un transfert d'embryon qui peut être double. L'étude Megaset en 2012, elle passe donc la même comparaison, mais cette fois-ci en protocole antagoniste. Et c'est une étude aussi qui est randomisée en simple aveugle. C'est une étude de non-infériorité avec des critères d'exclusion de la contraception et puis obligatoirement un transfert d'un seul embryon sur 25 centres et 7 pays. La même taille d'échantillon que l'étude mérite et on comparait les deux bras HMG versus FSH recombinante, mais à des doses, si vous remarquez ici, moindres, à 150 unités de dose de départ. Les critères sont presque les mêmes, c'est la grossesse évolutive. Pour les critères secondaires, ce sont les grossesses donc chimiques, le développement folliculaire, le profil endocrinien, le nombre de ovocytes ponctionnés, le taux de fécondité et la qualité embryonnaire, ainsi que le profil endométrial, mais surtout un autre critère, c'est le critère sécurité. Donc, voici le design de l'étude Megaset. Donc, ici, on est en antagoniste avec des doses moindres de gonadotrophine, que ce soit la HMG ou la FSH recombinante, aux mêmes doses de 150 unités de départ. Puis, on déclenchait aux mêmes critères. On faisait exactement le même protocole, sauf que à J5, on transférait juste un seul embryon obligatoirement. Et aussi, il y a une différence du soutien de la phase lutéale où on faisait le support avec 600 mg de progestatif microdosé. Voilà. Donc, la Megaset. On trouvait plus de grossesse chimique à 40% versus 36%, 32% de grossesse clinique versus 29% et 30% de grossesse évolutive comme critère donc de jugement principal et plus de naissance vivante à 29% versus 26%, mais le taux, donc cette différence sur le critère principal de 3% n'était pas significative. Et donc, en cycle cumulé sur transfert frais, on a des grossesses à 41% versus 39%, 40% versus 38%, pas de différence significative non plus sur les naissances vivantes. Le dernier critère, souvenez-vous, de jugement, c'était le critère sécurité. Et ici, la différence, elle est nette. On a beaucoup moins de syndrome d'hyperstimulation ovarienne précoce. En divisant les femmes, même en quartile de DMH, ça veut dire selon la réserve ovarienne, entre 0,5 et 2, 2 et 3, 3 et 4 est supérieur à 5, on a partout, sauf le deuxième groupe, beaucoup plus d'hyperstimulation ovarienne sous FSH recombinante. Donc,
Dans le sous-groupe AMH supérieur à 5,2 nanogrammes par millilitre, les patientes, on avait moins de patientes qui répondaient avec plus, on ponctionnait moins de patientes avec plus de 15 ovocytes, si on comparait les deux groupes HMG et FSH recombinante. Donc à chaque fois, on avait beaucoup plus de 15 ovocytes avec l'FSH. Donc, chez même ce groupe de femmes avec une réserve donc, où on prédisait une hyper-réponse excessive, avec une AMH supérieure à 5,2 nanogrammes, les taux de natalité étaient significativement plus élevés avec l'HMG, avec une P significative. Et là, c'est la dernière étude qui s'intéressait, c'est la même étude de Megaset, mais qui s'intéressait justement à ces hyper-répondeuses, high responders. Les critères d'inclusion étaient ces femmes entre 21 et 35 ans avec une histoire d'infertilité, avec des cycles entre 21 et 45 jours, avec des taux d'androgènes normaux, prolactine normale, pas de dysthyroïdie au bilan, donc compliquant la situation, et le BMI entre 18 et 20, le dosage de la MH supérieur ou égal à 5 nanogrammes par millilitre et qui accepte le fait de transférer un seul embryon. On a exclu l'endométriose grade 3 ou 4, l'histoire d'avortement à répétition ou un échec donc précédent pour mauvaise réponse sous dose standard de gonadotrophine ou un compte folliculaire inférieur à 10 pour les 2 ovaires. Ou bien l'usage donc de contraceptifs dans les 3 mois précédant donc le cycle de PMA. Et là, le design était en protocole antagoniste flexible, donc on commençait avec l'HMG ou la FSH recombinante à 250 unités et on ajustait à chaque fois par palier de 75 unités. Et on introduisait donc l'antagoniste à chaque fois qu'on a un follicule dominant supérieur ou égal à 14 mm, avec une ostradulémie supérieure ou égale à 300 picogrammes par millilitre. Et bien sûr, ici, le fait intéressant aussi, c'est qu'on ne déclenchait pas toujours avec l'agoniste, on déclenchait avec la CG, mais à chaque fois qu'on avait un nombre supérieur ou égal à 30 follicules, supérieur ou égal à 12 mm de taille, et ou une ostradiolémie supérieure ou égale à 5000, donc on est à haut risque ici d'hyperstimulation ovarienne, là, on déclenchait impérativement avec l'agoniste et on faisait le transfert au stade blastocyste, donc J5, et on faisait exactement le même protocole de jugement pour la CG ou le contrôle de grossesse clinique ou de grossesse évolutive. Et donc, on faisait le soutien de la phase lutéale avec la progestérone à 100 mg. Donc, le critère, bien sûr, de jugement toujours le même, c'est la grossesse évolutive, c'est la présence en intra-utérin d'un ou plusieurs fœtus avec une activité cardiaque positive entre 10 et 11 semaines d'aménorrhée. Et puis, le deuxième critère, c'est le nombre d'ovocytes retirés avec, donc ponctionnés avec le taux d'hyperstimulation ovarienne, le taux de grossesse cumulé et le taux de naissance vivante cumulé et aussi le taux d'avortement précoce. Donc ici, on avait par cycle donc à peu près le même taux de grossesse, donc 35 versus 30, mais il n'y a pas de différence significative. Par transfert, on avait donc le taux de naissance vivante 52% pour l'HMG versus 48% pour l'FSH. Et pour l'avortement donc précoce, il y avait plus d'avortements précoces sous FSH recombinante. Donc, c'est une naissance vivante, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Par contre, au niveau des avortements précoces cumulés, c'était plus dans le groupe donc FSH recombinante et beaucoup plus d'hyperstimulation ovarienne aussi. Donc, si on faisait les deux résultats, Merit et Megaset, on retrouve exactement les mêmes résultats par rapport donc au taux de naissance vivante. En conclusion, donc vous voyez un peu la panoplie de ces données sur des décennies, sur le profil de ces femmes sous HMG, qui est donc c'est un profil qui est sécurisé, avec une efficacité qui est
maintenu, donc il n'y a pas d'infériorité, mais surtout c'est par rapport à ce phénomène qu'on a réduit les avortements hein, précoces et l'hyperstimulation ovarienne. Et je vous remercie.